Parfait. Alors, il est 12h30. On va débuter pour aussi pouvoir respecter l'horaire pour ceux qui se joignent à nous du réseau de la santé. Alors, merci beaucoup à tous de vous joindre à ce premier webinaire des conférences mémorables 2022 qui est présenté cette année par le Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, le CCNV. Vous êtes tous, lorsque vous êtes rentrés dans le webinaire ou la conférence mis en mode sourdine. Alors, pour justement essayer d'éviter toute interférence avec la présentation, on va donc garder une période de questions-réponses à la fin de la présentation de Dr. Gauthier. Alors, n'hésitez pas à utiliser la boîte de Q&A ou QR selon donc, le mode français ou anglais que vous avez sur votre ordinateur, ou encore la boîte de dialogue pour poser vos questions, et puis donc on les posera à la fin à notre conférencier. Le webinaire est enregistré et il sera également rendu disponible par la suite sur nos différentes plateformes, donc que ce soit sur notre page d'événements Facebook, si vous êtes en direct avec nous sur la plateforme Facebook, ou encore sur le site web de la Fédération et sur notre chaîne YouTube. Alors, vous aurez donc différents moyens de le revoir. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, qui est Dr. Serge Gauthier, je pourrais me passer de le présenter, mais je pense que c'est important justement de rendre à César ce qui est à César, de par son travail exceptionnel dans la maladie d'Alzheimer et le vieillissement. Alors, Dr. Gauthier a effectué ses études médicales à l'Université de Montréal, sa résidence en neurologie à l'Université McGill, son stage postdoctoral de recherche au laboratoire du professeur Théodore Elsurk, Allen Memorial Institute de Montréal. Il a été à temps plein géographique à l'hôpital neurologique de Montréal, puis directeur du Centre McGill d'études sur le vieillissement, puis titulaire d'une chaire de recherche du programme des Instituts canadiens pour la recherche en santé et du RxCD. Il a également été professeur titulaire au département de neurologie et de neurochirurgie de psychiatrie de médecine et actuellement professeur émérite en neurologie et psychiatrie à l'Université McGill. Alors, en dépit de sa jeune retraite, il prend quand même le temps d'être présent avec nous aujourd'hui. Les contributions de Dr. Gauthier sont innombrables, notamment à la recherche. Et elle inclut la préparation des devis et des exécutions d'essais cliniques randomisés en vue justement d'établir l'efficacité et la sécurité d'emploi des inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase, des agonistes muscaréniques et de la mémantine et de molécules pouvant modifier la progression de la maladie d'Alzheimer en monothérapie et en combinaison. Il est l'auteur de plus de 700 articles publiés, de 34 livres et détient un H-index de 119, preuve encore une fois de son excellence et de sa réputation internationale. Son intérêt inclut la recherche par approche consensuelle pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer aux divers stades de la maladie, l'éthique de la recherche impliquant des personnes vulnérables et la prévention primaire des pertes cognitives associées au vieillissement. Et enfin, Dr. Gauthier est récipiendaire de nombreux prix et distinctions pour ses travaux dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et du vieillissement, dont la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II et l'Ordre du Canada en 2014. Alors, merci beaucoup, Dr. Gauthier, de nous faire un petit temps dans votre agenda très chargé. La parole est à vous. Merci beaucoup, Dr. Ben-Gayed. Merci de votre invitation. C'est un début d'année très, très apprécié. Bonjour à toutes et à tous. C'est un privilège de partager avec vous cette information qui est très à jour, incluant des événements qui sont passés hier. Juste comme je débute, souligner la possibilité de conflit d'intérêts puisque je suis membre de comité aviseur scientifique pour plusieurs compagnies. Je vais mentionner les objectifs pour la présentation d'aujourd'hui, ce qui est utile pour planifier une réunion et voir si on a atteint les objectifs par après. Je vais utiliser une publication qui est disponible en ligne. Je vais revenir sur comment aller la chercher. Une publication qui date de septembre sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Et je vais en extraire des éléments pertinents pour le Québec.
il y a des bonnes nouvelles. Une mise à jour sur les traitements déjà disponibles et ceux qui s'en viennent. Et enfin, comment on va s'adapter au Québec pour utiliser les nouvelles thérapies. Des remerciements plus particuliers pour un de nos étudiants gradués, Joseph Thériault, M. Sylvain Bussière de Biogène et du Dr. Louis Verrette pour m'avoir aidé à préparer cette présentation. Et un gros merci aux participants à la recherche, en particulier la cohorte qui s'appelle BioVie, ou TRI-AD, qui est basée à notre centre à McGill, et toutes les cohortes à travers la province, comme Simacu et Nuage. Il y en a plusieurs, et c'est une des particularités du Québec. Les gens donnent volontiers leur temps, leur sang. Ils ont des ponctions lombaires, ils ont des scans du cerveau pour apprendre davantage sur comment on vieillit et ils se disent tous, ça va aider mes enfants, mes petits-enfants plus tard. Alors, un gros merci à toutes les personnes qui participent à la recherche observationnelle et thérapeutique au Québec. Alors, 3 parties. Le diagnostic actuel et futur, les nouveaux traitements, et il y a des choses très d'actualité dont je vais vous faire part, et l'impact sur nos services. Quelques mots d'introduction générale, parce que on va parler de stade de la maladie d'Alzheimer où les nouveaux traitements pourraient être applicables. Il n'y aura pas un traitement nouveau qui va être applicable pour l'ensemble des stades de la maladie. Donc, c'est important de définir les stades dès le départ. Alors, en général, une personne qui a une maladie d'Alzheimer va évoluer sur 8 à 10 ans avec certains symptômes qui apparaissent, diminuent, d'autres apparaissent, diminuent. Et je les ai illustrés ici. Alors, changement d'humeur au début, on peut avoir des personnes un petit peu anxieuses parce qu'ils cherchent le nom, ils cherchent le mot, ils cherchent leur clé. Bon, alors un peu d'anxiété, mais on fonctionne quand même très bien. Il y a un nom pour ça. Ça s'appelle Minimal Behavioral Impairment, MBI. C'est un terme qui a été inventé par un psychiatre de Calgary, le Dr. Zainar Ismail. Et c'est pour définir les symptômes non spécifiques de retrait social, anxiété, quand on a de la difficulté à prendre des décisions, mais on fonctionne encore avec des post-it et puis des habitudes qu'on maintient, etc. Un stade plus classique maintenant, c'est un stade d'oubli léger. En anglais, c'est Mild Cognitive Impairment ou maladie d'Alzheimer prodromale ou trouble neurocognitif léger. C'est beaucoup de monde. C'est facilement, on parle de 20 des gens en haut de 65 ans qui auraient des troubles cognitifs légers, mais la plupart ne vont pas progresser vers l'Alzheimer. La plupart des gens qui se plaignent de leur mémoire, mais qui fonctionnent quand même dans la vie de tous les jours, il y a des causes comme je vous entends mal, je ne peux pas retenir ce que je n'ai pas entendu. Je suis un peu confus parce que j'ai mal dormi, je fais de l'apnée du sommeil, ou j'ai un peu d'anxiété parce qu'il est arrivé quelque chose à mes petits-enfants. Alors, il y a toutes sortes de choses que le médecin de famille et son équipe peut aider à débrouiller. Et parmi les gens qui se plaignent de leur mémoire et que la famille commence à s'inquiéter un peu, seulement une certaine fraction va progresser vers le prochain stade, qui est le stade de démence légère ou trouble neurocognitif majeur. Par définition, il faut avoir une atteinte de 2 fonctions intellectuelles comme mémoire et langage. Mémoire et chercher sa route. Capacité de prendre des décisions et sa mémoire. Et il faut que ça atteigne la vie de tous les jours de cet individu. Alors, il peut y avoir une grosse différence entre un pharmacien de 60 ans, un médecin de 70 ans, un homme à la retraite à 85 ans, une femme versus un homme. Il y a un effet générationnel. Alors, l'impact sur la vie de tous les jours, ça, c'est un des arts, l'art du diagnostic. Alors, parmi les gens qui se plaignent de leur mémoire, il y en a certains qui vont avoir, ils vont compenser, donc il n'y a pas de démence. Il y en a d'autres qui vont avoir une difficulté dans la vie de tous les jours évidente parce qu'ils font peut-être un travail très important, une infirmière qui gère des médicaments. Il y a certains types de professions où il faut faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer, même à ce stade avant la démence. Mais la majorité des gens, après 75 ans, c'est plus léger comme progression. Ça dérange moins dans la vie de tous les jours parce que le conjoint va compenser, la fille va compenser. Alors, tout ça pour dire qu'il y a une variation dans la progression des troubles cognitifs légers vers les troubles cognitifs majeurs.
Ensuite, vous notez qu'une fois que la démence est évidente, au stade modéré, les gens ne peuvent plus conduire, en tout cas pas seuls. Ils commencent à être un peu moins patients quand les gens leur disent quoi faire. Donc, des troubles de comportement émergent. Parfois, ils ne reconnaissent plus la maison, ils ne reconnaissent plus leur famille. Ça, c'est une phase difficile de la maladie. Alors, le diagnostic, habituellement, dans notre milieu ici, est posé au stade de troubles cognitifs légers qui dérangent un peu dans la vie de tous les jours, à la limite de la démence ou au stade de démence légère. On a eu le contrat avec Alzheimer's Disease International l'an dernier pour écrire un ouvrage que vous voyez illustré ici. Vous pouvez accéder à cet ouvrage directement en allant sur ce site. On a maintenant rédigé un deuxième ouvrage qui va être publié en septembre 2022 sur la prise en charge après le diagnostic. Alors, j'ai choisi de sélectionner dans l'ouvrage de septembre 2021 un chapitre, le chapitre 24, qui porte sur les coûts du diagnostic pour avoir une discussion avec vous. Combien ça coûte faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer actuellement et combien ça va coûter si on a des nouveaux traitements, parce qu'il va falloir faire un diagnostic plus précis. Alors, vous allez voir des tables ici que vous pourrez regarder par après en regardant les diapositives encore ou en regardant le livre si vous allez le télécharger gratuitement. Et vous voyez les coûts pour le Québec. Pour un médecin de famille, c'est 100 $ la première visite, un neurologue, 320 $, un psychiatre, 359, un gériatre, 350. Alors, c'est comparable pour les spécialistes. Ici, on a le coût des tests pour la province. Alors, si vous allez dans un CLSC ou à l'hôpital, on fait une prise de sang, c'est ça que ça coûte au laboratoire de l'hôpital. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup plus cher si vous allez dans le privé, comme vous voyez ici. Les tests complémentaires, quand on évalue quelqu'un qui se plaint de sa mémoire, on a l'histoire, l'examen physique, on fait un test de mémoire, puis ensuite on fait des prescriptions pour des tests, une prise de sang de base, et aussi certains tests parmi ceux qui sont ici illustrés. Ça peut inclure une ponction lombaire, un scan du cerveau simple, un scan du cerveau avec TEP, je vais en parler plus en détail dans un instant, et parfois des tests génétiques. Dans certaines familles où il y a de l'Alzheimer qui semble être fréquent et à début précoce. Alors, vous voyez, il y a des chiffres précis qui ont été mis à jour en fin d'année dernière. Alors, l'évaluation clinique, actuellement, si vous allez consulter un médecin de famille ou un spécialiste, il faut faire une histoire avec une personne fiable. Un des problèmes qu'on a, c'est si une personne a déjà un stade de démence légère à modérée, il va oublier les détails. Parfois, ils vont même dire, je n'ai pas de problème, c'est ma famille qui est le problème. Et il faut faire une histoire fiable. Quand est-ce que ça a commencé? Quels étaient les symptômes au début? Comment ça a évolué? Etc. L'examen physique, c'est de base. L'examen neurologique, c'est surtout s'assurer qu'il n'y a pas d'asymétrie qui pourrait suggérer un AVC ancien ou une tumeur cérébrale, ce qui est rare. Et les tests de base qu'on fait tout le monde dans nos cliniques, MMSA et MOCA, le MOCA ayant été créé par un Québécois, le Dr Nasreddine. Et les coûts pour cela, c'est de l'ordre de 100 $ pour un médecin de famille, 320 si c'est fait par un neurologue, 359 par un psychiatre, 350 par un gériatre. Alors, ce n'est pas énorme comme coût. Ça, c'est les tests de base. Maintenant, les tests complémentaires. Si on fait seulement les prises de sang, le genre de prise de sang qu'on fait à tout le monde une fois par année, normalement, quand on fait un bilan de santé, c'est pas cher, c'est 9 $ comme coût à la province. Maintenant, si on commence à faire des scans du cerveau, normalement, on fait un scan pour chaque personne qui se plaint de sa mémoire. C'est 34 $ le coût d'un scan de base, sans injection de colorant pour la province. Par contre, si vous avez un scan plus sophistiqué par résonance magnétique pour le cerveau, sans injection de quoi que ce soit, c'est 320 $. Mais c'est encore des chiffres, des montants raisonnables au niveau de la province. Vous pouvez avoir ces tests aussi au niveau privé pour 5 fois le coût. Maintenant, les tests complémentaires plus sophistiqués qui sont habituellement faits en spécialité. Le premier, c'est un scan du cerveau avec du glucose radioactif. Alors, le fluorodéoxyglucose, que les gens connaissent bien s'ils ont eu le cancer ou s'ils connaissent quelqu'un qui a eu le cancer, parce que souvent, on fait un scan de tout le corps avec le glucose radioactif pour voir s'il y a des spots, des endroits chauds où il y a trop de sucre qui pourrait suggérer une métastase. Pour le cerveau, c'est bien différent.
on fait une carte géographique du cerveau pour voir s'il y a moins de sucre utilisé dans certaines régions. Et si c'est le cas, ça pourrait suggérer une maladie d'Alzheimer ou une maladie de Parkinson ou des AVC ou une démence frontotemporale. Donc, c'est un test complémentaire qui est facile d'accès, qui est remboursé par la province au coût de 636 au coût de la province. Vous pouvez l'avoir aussi dans le privé pour de l'ordre de 1500 $. La ponction lombaire, c'est un test qui est maintenant de plus en plus utilisé dans certaines circonstances. Par exemple, une personne jeune de 50 ans, 60 ans, qui a des symptômes légers et qui veut un diagnostic plus précis et rapide. Donc, personne jeune, moins de 65 ans. Ou une personne qui se présente avec pas des troubles de mémoire, mais plutôt qui cherche ses mots, une aphasie progressive. Ou une personne qui a des troubles visuels qui ne sont pas expliqués par ses yeux. Ça relèverait de la portion postérieure du cerveau. Et on peut mesurer dans le liquide qu'on prélève par ponction lombaire des niveaux de protéines. Il y en a deux importantes. On va en parler tout à l'heure pour le traitement. Il y a l'amyloïde bêta-42 et la protéine tau. Et on peut mesurer ces protéines dans le liquide et c'est anormal lorsqu'on a la maladie d'Alzheimer. Le coût de la ponction lombaire, tout inclus, incluant le kit, le temps du neurologue ou de la personne qui fait la ponction lombaire, de l'infirmière qui aide, c'est de l'ordre de 200 $. Malheureusement, pour mesurer les protéines, actuellement, on est obligé de les envoyer en dehors du Canada. On les envoie aux États-Unis ou en Europe et le coût est de l'ordre de 1 300 $ américains. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, c'est remboursé par la RAMQ si la demande est justifiée. Alors, si la personne qui fait la ponction lombaire a auparavant fait une demande écrite à un laboratoire, par exemple à Montréal, c'est le Dr Gilfix au CUSUM qui accepte ces demandes, c'est couvert par l'assurance maladie. On est la seule province au Canada où ce test est remboursé. Et enfin, le dernier test qui est rarement utilisé, mais qui est disponible au Québec et qui est couvert par l'assurance maladie au Québec, c'est un TEP pour l'amyloïde. Alors, on injecte dans une veine de la protéine, un fragment de protéine radioactif qui va au cerveau et qui va s'attacher à l'amyloïde et on peut voir une carte pour voir s'il y a trop d'amyloïde dans une personne. C'est un test qui est actuellement utilisé seulement dans des cas exceptionnels. Il y a des critères bien établis pour qui en a besoin. Habituellement, c'est fait au CHUM, sous la supervision du docteur Soucy. Le coût pour la province, c'est 3 000 $ canadiens. C'est le coût de l'isotope. Bon, pourquoi je vous parle de ces tests complémentaires? C'est qu'il y a des circonstances où il faut un diagnostic clinique parce que, par exemple, on a une jeune professionnelle de 60 ans, mettons une pharmacienne qui a des oublis et puis qui s'inquiète que ça pourrait progresser d'ici 3 ans vers une démence. Ça va influencer son choix de carrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a un intérêt, un besoin d'avoir un diagnostic pour savoir si ses troubles d'apparence légère vont progresser. On ne parle pas de gens de 75 ans et plus ici qui se plaignent de leur mémoire, mais qui sont à la retraite. S'il y a une progression, ça va être lent. Alors, on parle de gens plus jeunes, où on ferait des tests complémentaires comme ici. Maintenant, les nouveaux traitements qui vont être spécifiques pour l'amyloïde vont demander un diagnostic plus précis au point de vue biologique. Parce qu'on ne va pas donner un traitement anti-amyloïde qui est potentiellement dangereux et qui va coûter cher à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Alors, la nouvelle définition biologique de la maladie d'Alzheimer, ça implique A, amyloïde, T, protéine tau et N, neurodégénération. Alors, pour participer à la recherche clinique pour un médicament anti-amyloïde, il faut être ATN positif. Comment on fait ça? Ben, la façon la plus simple, c'est une ponction lombaire où on mesure les protéines amyloïdes et tau en même temps. On peut mesurer aussi d'autres protéines et d'autres produits dans le liquide céphalorachidien qui reflètent un peu la neurodégénération. Mais habituellement, c'est l'IRM, la résonance magnétique cérébrale, qui est l'outil utilisé pour voir s'il y a une neurodégénération. Une autre raison de faire l'IRM, c'est que les traitements anti-amyloïdes peuvent causer une inflammation, un édème cérébral, donc il faut avoir une image du cerveau avant le traitement pour comparer avec après. En recherche, au Québec, il y a des jeunes à la cinquantaine, à la soixantaine, qui ont eu ces tests biologiques parce qu'ils participent à la recherche. Et certains d'entre eux, à 55 ans, se font dire, vous avez un peu d'amyloïde dans le cerveau, mais il n'y a pas de protéine tau qui s'est accumulée. Vous n'avez pas de neurodégénération non plus.
Donc, vous êtes un peu à risque, mais on va vous surveiller et ces gens, ces bénévoles-là, dans la recherche, ont les tests répétés aux 2 ans. Ici, c'est un exemple pratique d'une personne qui participait à cette recherche, une personne un peu plus âgée, 80 ans, et c'est un monsieur qui avait un tableau clinique de maladie d'Alzheimer classique, des pertes de mémoire légères, il pouvait conduire son auto, il pouvait aider sa femme. Bon, mais regardez le premier scan en haut. Le premier en haut, il n'y a pas d'amyloïde. S'il y avait de l'amyloïde, ça serait tout rouge, surtout en avant. Il n'y a pas d'amyloïde, amyloïde négatif. Dans le milieu, vous avez un autre scan, il y a du rouge des deux côtés, les régions temporales. C'est de la protéine tau. C'est une autre sorte de scan qui est expérimentale, mais qu'on fait très bien ici à Montréal. Et c'est un monsieur qui est tau positif. Et enfin, en bas, vous voyez sa résonance magnétique. Vous voyez les petites taches blanches autour des ventricules. Il y a un petit peu de changement ischémique, mais pas beaucoup. Et vous voyez en bas à droite, les petits ronds, ce sont les hippocampes. Et vous voyez, il y a trop de noir. Il y a une atrophie hippocampique. Donc, c'est un monsieur qui a un tableau de démence légère qui n'est pas dû à l'Alzheimer au sens qu'il n'y a pas d'amyloïde. Mais il y a une démence associée à beaucoup de protéines tau dans certaines régions et de l'atrophie des hippocampes. Alors, c'est un tableau mixte. On n'est pas trop sûr encore comment appeler ce genre de maladie et c'est une recherche qu'on fait ici à Montréal avec nos volontaires. Maintenant, une bonne nouvelle. On peut faire une prise de sang et mesurer les protéines dont je viens de vous parler, la protéine amyloïde et tau, dans le sang. C'est plus compliqué parce que ce n'est pas les mêmes niveaux que dans le cerveau, ni les mêmes niveaux que dans le liquide céphalorachidien, mais avec des mesures qui ont été mises au point en Suède. Le sang des bénévoles pour la recherche de Montréal, le sang a été envoyé en Suède. Et ils ont réussi à démontrer, vous voyez dans la boîte rouge ici, il y a une petite boîte bleue, bien, ça c'est le niveau plus élevé dans le sang de gens qui ont des troubles cognitifs légers ou qui ont une démence légère. C'est un niveau plus élevé d'une protéine qui s'appelle p-tau 217. Alors ça veut dire que c'est une protéine qui a 217 acides aminés. Et on est en train de valider si ça pourrait être utilisé, ce genre de prise de sang, dans les cliniques de première ligne ou même les cliniques de spécialité un peu partout à travers la province et nous donner un diagnostic biologique de maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas un test qu'on ferait chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes. C'est un test pour aider au diagnostic de la cause des symptômes. Il y a une nuance importante ici. Ce n'est pas un test de dépistage, c'est un test diagnostique, mais qui est beaucoup plus simple qu'une ponction lombaire et beaucoup moins cher qu'un scan cérébral pour l'amyloïde ou la protéine tau. Alors, ça, c'est important. C'est depuis seulement 1 an. Et le sang de nos volontaires pour la recherche du Québec a contribué beaucoup à cette recherche. Et on est en train de valider à travers le monde maintenant si cette observation est générale. Alors, on revient à nos coûts. Actuellement, le diagnostic de démence au Québec, c'est fait par un médecin de famille et son équipe avec les tests complémentaires. Alors, un scan du cerveau sans infusion, les prises de sang, c'est 202 $. Alors, ce n'est pas un coût exorbitant pour la province. Maintenant, dès que vous référez en spécialité, habituellement en neurologie, mais ça pourrait être en psychiatrie ou en gériatrie selon les besoins, selon l'âge de la personne, là, les coûts augmentent un peu. Alors, en neurologie, incluant résonance magnétique, plutôt qu'un scan ordinaire, 726, etc. Vous voyez les prix qui augmentent avec les tests complémentaires. Futur. Alors, si vous faites un diagnostic de démence légère, modérée, ça peut rester dans les médecins, au niveau des médecins de première ligne, les groupes de médecine familiale, etc. Mais dès qu'on parle de maladie d'Alzheimer avant la démence, de troubles neurocognitifs légers ou maladie d'Alzheimer prodromale, il faut une consultation en spécialité pour le moment. On espère que le dépistage avec le sang, la prise de sang, des fragments de protéines tau 181 ou 217 pourrait aider les médecins de première ligne à qui référer. Parce que si les nouveaux traitements anti-amyloïdes sont efficaces, il faut traiter le plus tôt possible dans la maladie. Alors, on ne va pas attendre 1 an pour référer quelqu'un qui a besoin d'être vu rapidement pour avoir accès au traitement. Actuellement, si on n'a pas les tests sanguins disponibles ou validés, on a la ponction lombaire qui est disponible.
On va former de plus en plus de médecins et maintenant des infirmières pour faire les ponctions lombaires parce que c'est une technique qui est relativement simple. Et les coûts pour l'analyse du liquide céphalorachidien vont baisser beaucoup parce qu'on va les faire au Canada. C'est déjà disponible à Vancouver depuis décembre et on va les avoir à Montréal plus tard cette année. Alors, on parle de 400 $ pour l'analyse du liquide plutôt que 1300, plutôt que 1000 ou 300 ou 400 américains, comme c'est le cas actuellement. Alors, diagnostic, vous voyez, si c'est démence légère modérée, ça peut être fait en première ligne. On réfère en spécialité les plus jeunes ou les gens qui ont une présentation atypique. Si c'est au stade de troubles cognitifs légers, avant la démence, on y va au cas par cas. Plus jeune va être référé. Quelqu'un qui a une occupation sociale importante risque de faire des erreurs, même s'il n'y a pas de démence, référé. S'il y a un traitement nouveau qui est efficace, surtout au stade de troubles cognitifs légers, il faut référer ces gens-là plus vite. Alors, on va revenir là-dessus dans l'impact sur nos services. Maintenant, on va passer au traitement déjà disponible et les nouveaux qui s'en viennent. Alors, c'est une illustration ici. Merci, Dr. Louis Verrette, de la partager avec moi. Alors, symptomatique, vous voyez la bosse blanche en haut. Alors, on améliore un peu les symptômes pendant peut-être 6 mois et ensuite, on reste mieux que pas de traitement. Ça a été démontré avec des essais cliniques depuis 15 ans, avec des études avec groupe de contrôle, groupe placebo, etc. Traitement symptomatique. Je vais vous donner des exemples d'études classiques qui ont aidé à valider l'utilisation des médicaments comme donepezil, rivastigmine, galantamine. Ça, c'est le classique, où vous avez pendant 6 mois des gens qui ont une démence légère à modérée. Ils reçoivent donepezil 2 doses, 5 ou 10, versus placebo. On mesure leur fonctionnement cognitif. Et vous voyez en orange et jaune qui sont mieux après 6 mois que ceux qui sont en blanc en bas, qui sont sur placebo. Bon, ça, c'est classique. La boîte est, bleue, verticale, est intéressante. C'est un arrêt de traitement, mais les patients ne sont pas au courant, ni leur famille, ni la personne qui fait les tests de mémoire. Alors, c'est pour voir ce qui arrive si vous arrêtez le traitement. Et vous voyez, tout le monde retourne en bas, complètement à droite en bas, au point de... Tout le monde est pareil. Alors, l'effet symptomatique disparaît quand on arrête le traitement avec donepezil. Donc, il faut faire attention avec ce genre de médicaments. Si vous n'êtes pas certain si c'est encore efficace, vous décidez d'arrêter, attention, vous pourriez avoir en dedans d'un mois l'émergence de troubles de comportement, de perte d'autonomie supplémentaire et déclin cognitif important. Un autre exemple, mémantine versus placebo. Alors, la mémantine agit sur un autre transmetteur chimique. Donepezil, galantamine, rivastigmine agissent sur l'acétylcholine cérébrale, un transmetteur chimique qui baisse avec la maladie d'Alzheimer. La mémantine agit sur les récepteurs glutamatergiques qui sont trop excités. C'est le contraire. Il y a trop de glutamate qui agit sur certains neurones et la mémantine va diminuer un peu l'activité de cette activité glutamatergique. Alors ici, c'est un groupe de personnes aux États-Unis modérés à sévères, au stade de démence modéré sévère. Et vous voyez en bleu, mémantine, ils sont un peu mieux et mieux à la fin des 6 mois par rapport en rouge en bas, ceux qui sont sur placebo. Maintenant, si on ajoute la mémantine au donepezil, c'est ce qu'on voit ici. À gauche, vous avez une mesure cognitive, le Severe Impairment Battery, un instrument de mesure auquel le Dr. Michel Panisset du CHUM a contribué. Et vous voyez en noir en haut l'amélioration du fonctionnement intellectuel chez les gens qui ont les deux ensemble, donepezil plus mémantine. Et en bas, vous avez un déclin après 6 mois de ceux qui sont sur donepezil seul. Mais ceux qui seraient sur 0, ils seraient bien pires. Évidemment, je vais vous le montrer dans un instant. Alors, pourquoi on ne prend pas les deux ensemble? Pourquoi la RAMQ ne rembourse pas donepezil et mémantine? C'est parce qu'on n'a pas réussi à prouver qu'il y avait un effet additif. Ici, c'est l'image qui résume une grande étude faite en Angleterre où vous aviez des gens modérés à sévères, démence modérée à sévère, encore à la maison, et ils ont, au hasard, eu un placebo pendant 1 an. On pourrait plus le faire maintenant pour des raisons éthiques. Ils avaient donepezil seul, mémantine seul ou les deux ensemble. Et vous voyez à gauche le pointage sur le MMSE. Vous voyez que tout le monde décline pendant l'année, mais ceux qui sont sur un des médicaments ou les deux ensemble sont mieux que ceux sur placebo.
Mais ceux qui sont sur les deux médicaments ne sont pas mieux que sur un ou l'autre seul. Donc, il n'y a pas d'effet additif ou synergistique démontré avec cette étude. Alors, c'est la raison pour laquelle le RAMQ ne rembourse pas les deux en même temps. Ceci ne veut pas dire qu'on n'aura pas plus tard des combinaisons de traitements. Il faut prouver que la combinaison est mieux qu'un traitement ou l'autre séparé. Quelque chose de nouveau, pendant la pandémie, on a fait des suivis en télémédecine avec les gens qui étaient sur ces médicaments, donepezil et mémantine, et on a pu faire un suivi qui a bien fonctionné. On peut faire certains des tests à distance avec le téléphone, c'est mieux avec le Zoom ou le Team, se voir. Une vidéoconférence est mieux que le téléphone, mais on a réussi pendant 1 an et demi à faire le suivi de ces gens-là et il y a une équipe dirigée par Maya Guedes, une de nos jeunes neurologues à McGill, qui a réussi à mettre dans une publication importante tous les efforts qui ont été mis en place pour évaluer les gens à distance pendant la pandémie. Mais le bon côté, c'est que l'utilisation de la télémédecine va aider à faire le premier diagnostic, la première étape du diagnostic dans le futur, même après la pandémie. On pourra peut-être évaluer les gens de 50 ans, 60 ans, 70 ans chez eux avec l'ordinateur. On aura des tests mémoire disponibles comme le MoCA adapté pour l'ordinateur, des questionnaires sur votre fonctionnement dans la vie de tous les jours, des questionnaires sur votre humeur, votre comportement dans la vie de tous les jours. Les outils sont déjà disponibles et sont en train d'être validés. Et enfin, vous pourriez envoyer par la poste un échantillon de muqueuse pour faire un test génétique ou quelqu'un pourrait faire une prise de sang et l'envoyer pour vous à un laboratoire pour mesurer les fameuses protéines. Autrement dit, si vous habitez loin de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, de Sherbrooke, vous auriez quand même accès à un diagnostic, un premier niveau de diagnostic qui pourrait être fait à distance. Il faut quand même éventuellement une visite en personne à un médecin, mais le suivi par après pourrait être fait à distance si les gens sont stables. Alors, pour résumer, et je vais revenir sur cette image à la fin de ma présentation avec l'autre catégorie de traitement, au point de vue symptomatique. Il y a les antidépresseurs parfois nécessaires au stade de démence légère. Les médicaments comme le donepezil sont utilisés habituellement en début de maladie, parfois commencés même en stade modéré de maladie. C'est rarement débuté au stade sévère. La mémantine est utilisée habituellement au stade modéré, où il y a trop d'activité glutamatergique. C'est le moment où le médicament semble plus efficace. Parfois, on doit utiliser des neuroleptiques atypiques comme la risperidone s'il y a des troubles de comportement qu'on ne peut pas gérer autrement. Alors, pour résumer cette partie, les traitements symptomatiques déjà disponibles, ils sont nombreux. Ce n'est pas compliqué à expliquer aux étudiants en médecine. Il y en a 2 catégories, donepezil, rivastigmine, galantamine et mémantine. On peut les utiliser pour 6 mois, 12 mois, si les gens sont stables d'1 an, 2 ans. C'est 2 ans sur une maladie qui dure 10 ans. Ils peuvent être prescrits par des médecins de famille ou des spécialistes. Ils sont utilisés pour tous les types de démence, sauf la démence frontotemporale. Alors, une démence associée au Parkinson, le traitement peut être efficace avec donepezil ou rivastigmine. Si vous avez une démence mixte, Alzheimer vasculaire, on fait un essai. Ils sont habituellement pas aussi efficaces, mais on peut faire un essai. Le seul type de démence où ces médicaments ne sont pas habituellement recommandés, c'est la démence frontotemporale. Et on peut faire un suivi à distance en télémédecine. Maintenant, on change. On va parler de traitement modificateur. Alors, c'est la catégorie illustrée ici, traitement modificateur, où vous n'avez pas une amélioration, mais vous avez une stabilisation des symptômes. L'idée est que vous modifiez la pathologie elle-même, pas le niveau d'acétylcholine, pas l'activité des récepteurs glutamatergiques. Vous modifiez la pathologie elle-même. Et il faut aussi se rappeler qu'avant la démence, il y a un stade de trouble cognitif léger qui peut durer 3 à 5 ans. C'est peut-être le stade où on peut intervenir le mieux. Et même avant cela, il y a des changements dans le cerveau qu'on peut voir seulement avec des scans ou par ponction lombaire, où il n'y a pas de symptômes, mais la maladie est là qui évolue tranquillement. La pathologie principale, telle qu'on la comprend actuellement, inclut l'amyloïde. Alors, à gauche, vous voyez ici la petite boule orange. Ça, c'est ce que le docteur Alzheimer avait vu dans son microscope optique il y a un siècle. La dame qui était morte autour de 55 ans avec une maladie d'Alzheimer
c'est le nom qui a été donné à sa maladie, avait vu ça au microscope. Des plaques d'amyloïdes. Évidemment, ils ne savaient pas que c'était de l'amyloïde. On appelait ça dans le temps des plaques séniles parce qu'on les voyait plus souvent chez les gens de 65 ans et plus. Mais rappelez-vous que la première dame qui a mené au diagnostic original avait 53 ans ou 55 ans. Dans le milieu, vous voyez p-tau, c'est la protéine tau qui est phosphorylée, qui change de structure dans les neurones. Et vous voyez en noir ici, avec le colorant à l'argent, que les neurones n'ont pas l'air en bonne santé. Éventuellement, ils vont disparaître. Ils vont être brisés par la microglie, par les astrocytes, les microgliocytes. Il y a un nettoyage qui est fait par le cerveau pour enlever les cellules qui sont abîmées ou détruites. Et enfin, ça se reflète par une perte neuronale. Le cerveau est plus petit. Et enfin, vous avez des symptômes. Alors, le bon côté de cette cascade, c'est qu'il y a une possibilité d'intervenir 10 à 20 ans avant d'avoir des symptômes. Il faut trouver la bonne personne qui va probablement évoluer vers une démence. Un autre message important, 90 ans et plus, tout le monde a cette pathologie dans le cerveau, amyloïde, tau, mais seulement peut-être 40% des gens ont des symptômes. Il y a des facteurs de protection qu'on ne connaît pas encore qui jouent, qui font que ce n'est pas tout le monde qui a l'amyloïde et la protéine tau en excès dans le cerveau qui va avoir des symptômes. Il faut autre chose. Le troisième facteur pourrait être inflammatoire ou avoir en plus la maladie de Parkinson ou avoir eu des commotions cérébrales à répétition ou plus fréquemment avoir des AVC silencieux à répétition. Alors, la composante vasculaire de la démence, on peut agir là-dessus. Ça a été fait en Ontario, où ils ont, depuis 10 ans, une approche anti-AVC très agressive. Autrement dit, ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. Et ils ont moins de personnes avec démence en Ontario qu'il y a 10 ans. Il y a un changement qu'on explique par l'approche anti-AVC qui a été très bien structurée en Ontario. Alors, déjà, c'est quelque chose qu'on peut faire au Québec. Si on prend bien soin de notre cœur, des facteurs de risque vasculaires, on a moins de risque d'avoir une démence plus tard. Ça, c'est déjà établi à travers le monde. Bon, pour ce qui est de l'Alzheimer, il y a l'amyloïde tau qu'on peut cibler, la protéine tau, amyloïde, protéine tau et l'inflammation. L'inflammation, c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas voir facilement si la personne a de l'inflammation dans le cerveau à un moment donné. Mais c'est en train de changer. On est en train d'explorer des nouveaux ligands, des façons de voir l'amyloïde avec des scans. C'est à l'essai actuellement à Montréal. On peut mesurer dans le liquide céphalorachidien par ponction lombaire les protéines inflammatoires et peut-être dans le sang, ce qui serait plus simple, on peut mesurer aussi certaines protéines inflammatoires qui reflètent ce qui se passe dans le cerveau. Alors ça, c'est une illustration complexe que le docteur Raskin a créée il y a une dizaine d'années, qui est encore utile, simplement pour montrer qu'on peut agir sur l'accumulation d'amyloïdes à plusieurs endroits. On peut prévenir la synthèse des protéines amyloïdes anormales. On peut accélérer leur nettoyage, clearance. Et ce qui est plus à la mode, c'est l'immunothérapie. Les anticorps contre l'amyloïde sont à l'essai beaucoup depuis 5 à 10 ans. Et un des médicaments qui a été approuvé aux États-Unis fait cela. C'est un anticorps monoclonal qui agit sur certaines composantes des dépôts d'amyloïde. Certains anticorps agissent sur un fragment de la protéine amyloïde, d'autres anticorps agissent sur d'autres fragments. Donc, il y a quand même des petites différences au point de vue effet sur la protéine. Alors, quelques mots sur l'aducanumab. C'est le médicament approuvé aux États-Unis en juillet dernier. Je vais vous donner un vol rapide des résultats et la mise à jour d'hier, qu'est-ce qui arrive avec ce médicament. Alors, vous pourrez lire ça plus tard tranquillement. C'est un anticorps monoclonal humain. Il cible surtout des fragments d'amyloïdes qu'on appelle oligomères. Donc, ce n'est pas la plaque elle-même, c'est plutôt des fragments qui vont s'agréger, se mettre en plaque plus tard. 3 études ont été faites, en partie publiées. L'étude PRIME, c'était quelques personnes, mais les résultats étaient tellement spectaculaires que la compagnie a tout de suite passé de phase 1B à 3, ce qui veut dire 1000 personnes et plus dans 2 études parallèles. C'était au stade de démence légère ou avant, troubles cognitifs légers ou maladie d'Alzheimer prodromale. Il fallait que les gens soient amyloïdes positifs pour recevoir un traitement anti-amyloïde, ce qui est logique.
Alors, ça, c'est quelques illustrations de ce que fait le médicament. La première étude, PRIME, vous voyez le niveau d'amyloïde dans le cerveau, tel que mesuré par le TEP, la tomographie par positron. Vous voyez en orange en bas la protéine amyloïde qui disparaît tranquillement du cerveau des gens qui reçoivent l'anticorps une fois par mois, intraveineux, pendant 1 an. Et la surprise de cette première étude, même s'il n'y avait pas beaucoup de participants, c'est que ceux qui avaient reçu la dose la plus élevée, qui est en jaune, 10 mg par jour, étaient stables au point de vue clinique. Et la même chose pour le MMSE, ils étaient stables. Alors, c'était la première indication que si vous enlevez l'amyloïde à ce stade de la maladie, vous êtes stable au point de vue clinique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé par après? 2 grosses études avec des milliers de personnes, et la même chose a été faite au point de vue traitement. À haute dose, on voit en bleu ici que l'amyloïde diminue dans le cerveau. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, au point de vue de la mesure d'efficacité clinique, vous voyez ici les lignes de ce qui arrive pendant 1 an et demi de traitement. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Il y en a une statistiquement significative, mais on parle de 22% par rapport au groupe contrôle. Et le débat, c'est est-ce que cette petite différence pour cette mesure qui reflète un peu fonctionnement intellectuel et fonctionnement dans la vie de tous les jours justifie le coût et les risques du traitement. Ça, c'est une étude. Plus positif, c'est que si on mesure certains aspects plus spécifiques de la maladie, par exemple, à droite, ici, complètement, vous voyez la différence de 87% pour ceux qui étaient à la haute dose du traitement pour l'émergence de troubles de comportement et de changements d'humeur. Alors, si vous êtes au stade de troubles cognitifs légers, vous prévenez l'émergence de troubles d'humeur ou de comportement qui pourraient affecter votre capacité de travailler ou de vivre avec votre conjoint, etc. Il y a d'autres changements que vous voyez qui étaient significatifs pour le MMSE, la DASCOG, une autre mesure cognitive, et le fonctionnement dans la vie de tous les jours. Bonne nouvelle aussi, les gens qui recevaient la dose la plus élevée d'anticorps pendant 1 an et demi, on voyait dans le liquide céphalorachidien que la protéine bêta-42 augmentait, ce qui est bien, parce qu'elle n'est plus accumulée dans le cerveau, elle est comme maintenant lavée. Et la protéine tau, qui reflète la perte des neurones, diminue aussi. Donc, il y avait un effet, pas seulement sur l'amyloïde, mais aussi sur la pathologie tau. Ça, c'était une surprise, une bonne surprise. L'autre étude, même chose, on enlève l'amyloïde dans le cerveau pendant 1 an et demi, le même genre de patient. Malheureusement, vous voyez ici qu'il n'y avait pas d'effet significatif à haute ou à faible dose par rapport au groupe contrôle pour la mesure globale, fonctionnement intellectuel, fonctionnement dans la vie de tous les jours. Non plus, vous n'avez pas d'effet statistiquement significatif pour d'autres mesures cognitives ou dans la vie de tous les jours ou l'émergence de troubles de comportement. C'est une étude essentiellement négative au point de vue clinique, même si le médicament a fait son travail et a enlevé l'amyloïde en excès. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les 2 études? C'est pas évident. C'est le même genre de patient, même groupe d'âge, même type de symptômes. La seule différence qui a été vue, c'est qu'il y avait plus de gens qui avaient eu la haute dose plus longtemps dans une des 2 études. Et puis, il y avait plus de personnes qui avaient eu une évolution rapide dans une étude par rapport à l'autre. Mais ce n'est pas des grosses différences qui pourraient expliquer pourquoi une étude est pas mal positive, l'autre est négative. L'autre côté de la médaille, c'est les risques associés au traitement. Quand vous enlevez l'amyloïde du cerveau avec les injections d'anticorps intraveineuses, il y a 3 à 4 de ce que vous injectez dans le sang qui va au cerveau. Pour aller au cerveau, ça passe à travers les vaisseaux sanguins. Et dans la paroi des vaisseaux sanguins, vous avez de l'amyloïde. C'est ce qu'on appelle l'angiopathie congophilique. L'amyloïde se dépose dans la média, la portion moyenne des vaisseaux sanguins. Et quand vous enlevez l'amyloïde avec les anticorps, les parois des vaisseaux sanguins deviennent perméables. Ça cause de l'édème, le cerveau gonfle, et ça peut même causer des hémorragies. Et ça, c'est facile à voir à la résonance magnétique. Ça, c'est un risque. Est-ce que c'est majeur? Ça dépend. Il y a des façons de prédire qui est plus à risque. Il y a des façons de surveiller qui est en train de développer ces changements et arrêter le traitement ou diminuer la dose. C'est gérable. Il faut souligner que
les gens qui ont la maladie d'Alzheimer ont aussi déjà ce genre de phénomène naturel. Alors, vous voyez ici, genre sur placebo, il y a beaucoup de monde, hein? Plus que 1000 personnes qui étaient sur placebo pendant 1 an et demi. Il y en avait quand même certaines personnes qui avaient ce phénomène d'édème et de micro-hémorragie, même s'ils ne recevaient pas le traitement actif. Donc, ça arrive dans l'histoire naturelle des gens qui ont de l'Alzheimer que l'angiopathie congophilique cause des micro-hémorragies habituellement asymptomatiques, mais parfois symptomatiques. Ça, c'est une illustration de ce qui est sorti en fin d'année où on peut voir à quel moment, quand on donne le traitement, ça arrive, ce genre de phénomène. Tout ça pour dire qu'avec 2000 personnes et plus qui ont eu le traitement, on peut prédire à quel mois du traitement il y a plus de risques que ça se produit. On peut aussi dire que quelqu'un qui a le profil du génotype ApoE4 est plus à risque. Alors, il y a moyen de gérer qui est plus à risque et comment les surveiller, quoi faire si ça arrive, ce genre de phénomène. Donc, pour résumer, 3 études, c'est ce que le FDA, le Food and Drug Administration, avait évalué en juillet dernier et ils ont dit, ouais, le médicament clairement enlève l'amyloïde du cerveau. C'est suffisant pour mettre ce médicament sur le marché. Ce qui était moins clair, c'est est-ce que l'effet clinique est suffisant par rapport au risque. Et je vous dis la grosse nouvelle tout de suite. Hier, l'équivalent du INES américain, l'agence qui gère le remboursement des médicaments, a dit qu'il n'y a pas assez de preuves d'efficacité pour que le médicament soit remboursé. Et ils vont rembourser seulement aux États-Unis les gens qui sont dans une étude avec surveillance dans des centres hospitaliers ou des cliniques spécialisées et où on va mesurer de façon très précise le risque d'hémorragie cérébrale et d'édème cérébral et mesurer l'efficacité. Autrement dit, c'est un peu comme si la RAMQ disait on va financer un essai clinique aux États-Unis, au lieu du Québec, pour revérifier l'information. Alors, c'est une grosse surprise. On est en train encore de digérer le jugement qui va être officiel en avril. Voulez-vous une bonne nouvelle? Si vous arrêtez le traitement après 1 an et demi, qu'est-ce qui arrive? Alors, certaines des personnes qui étaient dans ces essais cliniques aux États-Unis et au Canada, il y en avait à Montréal aussi, ont repris le traitement après une période de 9 mois, 12 mois. Et vous voyez en pointillé à gauche les gens qui étaient sur placebo, bien, évidemment, le niveau d'amyloïde n'a pas changé pendant le traitement, ni par après. Mais ceux qui avaient reçu le traitement à haute dose et qui avaient normalisé le niveau d'amyloïde, quand ils ont recommencé le traitement, l'amyloïde était encore à des niveaux normaux. L'effet était soutenu. Autrement dit, ça suggère que si vous avez enlevé le surplus d'amyloïde après 1 an et demi de traitement, vous pouvez arrêter le traitement pour anti-amyloïde et peut-être faire autre chose. Anti-tau ou juste continuer à vivre avec, au besoin, les médicaments déjà disponibles, symptomatiques. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs médicaments qui ressemblent à l'aducanumab qui agissent sur d'autres portions de la protéine qui sont à l'essai, grosses études, phase 3. Il y en a plusieurs. Je les ai listés ici. Puis, si ceux qui sont curieux, allez voir les publications pertinentes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a au moins 3 autres anticorps qui sont assez avancés dans la recherche clinique pour espérer, dans l'année qui vient, 2022, des études de phase 3 avec des résultats au point de vue efficacité clinique et sécurité d'emploi. Et une particularité, la dernière en bas de la liste, le tramiprosate, c'est la vieille médication du Dr Bellini à Neurochem qu'on a testé à Montréal et ailleurs dans le monde, mais Montréal était le quartier général, il y a une quinzaine d'années. C'est un médicament oral qui enlève, qui prévient l'agrégation des fibres d'amyloïdes. Et à l'époque, on n'évaluait pas le niveau d'amyloïde cérébral. On traitait tout le monde qui avait l'Alzheimer comme pas de distinction. Amyloïde, pas d'amyloïde, etc. Et on sait qu'il y avait au moins 15% des gens qui avaient reçu le médicament qui n'en avaient pas besoin. Ils n'avaient pas d'amyloïde dans le cerveau. Alors, c'est maintenant à l'essai, de nouveau, ce médicament-là qui a été acheté par une compagnie à Boston. Et c'est donné seulement aux gens qui sont ApoE4, parce que ce sont ceux qui ont le plus d'amyloïdes dans le cerveau. Et ce sont ceux qui sont le plus à risque d'effets secondaires avec les anticorps, mais avec un médicament oral qui prévient l'agrégation, il n'y a pas de risque d'hémorragie cérébrale.
Alors, c'est à suivre. Je vous souligne ici les différentes façons de donner les médicaments, intraveineux, sous-cutané, ce qui est plus facile à gérer, un peu comme la sclérose en plaques. Pour certains des médicaments, les gens peuvent donner leur injection par eux-mêmes chez eux ou avec une infirmière, et oral. Donc, il y aura d'ici 2 ans des résultats pour au moins 4 molécules différentes qui agissent sur l'amyloïde. Alors, pour résumer cette section, les médicaments anti-amyloïdes sont à nos portes. On parle d'1 an, 1 an et demi avant d'avoir des résultats nouveaux. Et ils vont changer la donne pour l'intérêt des cliniciens parce que c'est sûr qu'il y aura des choses qu'on peut faire, surtout pour des gens au début de la maladie. Le public va demander une évaluation. Est-ce que je suis éligible pour ce traitement? Il y a un marqueur facilitant le diagnostic, comme les prises de sang avec les fragments de protéines p-tau dont je vous parlais au début de ma présentation. Mais c'est clair que, en tout cas, en début de traitement, quand ces médicaments vont arriver, il va falloir utiliser nos milieux spécialisés, mais avec communication avec les médecins de famille et autres ressources. Alors, pour finir, l'impact sur nos services. Il y a beaucoup de monde qui vieillissent. Dans notre rapport sur le diagnostic, on parle de tsunami parce que les baby boomers dont je fais partie, on commence à se plaindre un peu de notre mémoire. Et tout ça pour dire qu'il y a des lignes directrices qui sont en développement. C'est une illustration ici, surtout pour les médecins, qui pourraient s'intéresser à comment on utilise ces molécules anti-amyloïdes dans la pratique de tous les jours. Il y a moins d'urgence maintenant, depuis hier, parce que ça ne sera pas utilisé dans la pratique de tous les jours, même aux États-Unis. Ça va être utilisé seulement sous protocole dans des centres spécialisés. Mais si ça avait été accepté au Canada, si ça avait été remboursé par la RAMQ, il aurait fallu que nos médecins se mettent d'accord comment utiliser ces molécules avec l'information déjà disponible. À quel moment on fait les IRM de surveillance, par exemple? Qui ferait la prescription initiale? Est-ce que c'est un super spécialiste qui fait juste ça? Est-ce que c'est un spécialiste neurologue généraliste? Qui va faire la surveillance clinique pendant surtout le premier 6 mois de traitement où on peut avoir des problèmes d'édème cérébral et d'hémorragie? Combien d'IRM il faut faire et à quel moment? Puis qui va lire les IRM pour être sûr qu'on voit bien les changements ischémiques, hémorragie, petites hémorragies. Ensuite, qui traiter? Alors, il faut que ce soit des gens au stade léger, il faut qu'il y ait de l'amyloïde, donc ponction lombaire ou TEP amyloïde. Est-ce que les gens qui ont l'ApoE4/4 devraient passer directement au traitement parce qu'ils sont tous amyloïdes positifs à 97 s'ils ont des symptômes? À qui donner priorité? Si on a le médicament en quantité limitée, est-ce qu'on devrait donner priorité aux plus jeunes, par exemple ceux qui sont porteurs de mutations? Ou des plus jeunes qui ont les troubles cognitifs légers, 60 ans, 70 ans. Qui va faire les infusions? C'est intraveineux. Est-ce que ça peut être fait dans les hôpitaux, dans des cliniques d'infusion attachées aux hôpitaux, des cliniques d'infusion privées? Est-ce que ça pourrait pas être fait à domicile? Alors, bonne nouvelle, oui. J'ai des infirmières qui ont fait les infusions ou les injections sous-cutanées pendant 4 ans dans une étude avec des jeunes avec ce genre de molécules, aucun problème. Quand cesser? Ça, c'est beaucoup plus délicat comme question. Est-ce qu'on arrête quand les gens déclinent ou est-ce qu'on arrête à la fin de la période de traitement qui normalise l'amyloïde cérébrale? Alors, comment est-ce qu'on peut prouver pour un individu que l'amyloïde est devenu normal? Donc, ça prend un scan ou une ponction lombaire de nouveau pour vérifier. Bonne nouvelle. Les neurologues, on s'est réunis à la mi-décembre. J'ai présenté cette information qu'on regarde ensemble aujourd'hui et un groupe de travail a été formé pour l'Association des neurologues du Québec, le Dr Stéphane Ledoux de la Cité de la Santé et Dr Louis Verrette de l'Enfant Jésus à Québec ont accepté de co-diriger un groupe de travail pour opérationnaliser l'utilisation des médicaments anti-amyloïdes au Québec. Et on va pouvoir interagir avec Inès au fur et à mesure que l'information devient disponible. Alors, pour finir, anti-amyloïdes, bientôt, au stade léger. Et anti-tau, si on est chanceux, on va avoir des résultats en juin cette année, à l'essai, au stade de démence légère à modérée, un médicament oral, simple à utiliser. Et avec un peu de chance, on pourra faire une combinaison des deux. Ça, c'est le genre de devis d'études auquel je m'intéresse. Comment prouver que la combinaison
au bon moment de la maladie est efficace. Alors, merci de votre intérêt et puis j'aurai grand plaisir à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr Gauthier, pour cette excellente présentation qui nous permet d'avoir justement une vue d'ensemble de où est-ce qu'on en est par rapport aux avancées thérapeutiques sur la maladie d'Alzheimer. On a eu beaucoup de questions déjà pendant votre présentation. Alors, je vais essayer de les prendre par ordre. Alors, d'une part, est-ce que vous avez assisté durant justement les recherches cliniques à des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur qui ont pu retrouver certaines capacités cognitives qu'elles avaient déjà perdues? Donc, alors, en d'autres termes, voilà, est-ce que l'un de ces médicaments ou des molécules à l'essai permet de renverser les symptômes de la maladie? Alors, si on parle des molécules nouvelles anti-amyloïdes, moi, je n'ai pas supervisé directement de personnes dans l'essai clinique. C'est sûr que dans les essais cliniques, pendant une année et demie, que vous soyez sur placebo ou traitement actif, dose élevée ou faible, il va y avoir des variations dans votre fonctionnement tous les jours. N'oubliez pas aussi que les gens qui participent à ces recherches ont le droit d'utiliser donepezil, galantamine, rivastigmine, mémantine. Alors, on peut avoir une amélioration due à d'autres facteurs que la molécule sous infusion. Tout à fait. Vous en avez un petit peu parlé, mais où est-ce qu'on est rendu de la recherche de l'angiopathie amyloïde qui est liée au gène ApoE4, justement? D'accord. Si la question porte sur la composante de l'angiopathie congophilique, alors qu'est-ce qu'on fait avec les vaisseaux sanguins? Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des maladies de l'amyloïde, pas seulement le cerveau aussi, le corps, le cœur, etc. C'était d'ailleurs un des intérêts du Dr Bellini et de son équipe. Il espérait que le tramiprosate aiderait l'amyloïde primaire. Alors, tout ça pour dire que je vais vérifier si la compagnie qui a maintenant la molécule orale qui prévient l'agrégation d'amyloïdes va pouvoir peut-être regarder de nouveau à la composante amyloïde vasculaire et peut-être l'amyloïde systémique qui affecte le cœur et les reins de certaines personnes. Excellent. Vous avez beaucoup parlé du terme démence. C'est vrai que nous, au niveau de la Société Alzheimer, on privilégie le terme de trouble neurocognitif majeur, de maladie neurodégénérative. Donc, on a effectivement une question par rapport, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi le terme démence est toujours utilisé? Parce que c'est ce que les gens souhaitent dans le reste du monde. Honnêtement, le trouble neurocognitif majeur, ce n'est pas un terme qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Par contre, si on parle aux voisins, elle a une démence légère, tout le monde va comprendre. Est-ce qu'il y a un lien entre la prise de stupéfiants et de cannabis et la maladie d'Alzheimer? Bonne question. On va l'apprendre maintenant que la consommation augmente. Non, je m'inquiète plutôt pour le COVID. Non, la réponse est non. Non. Juste également, il y a eu un petit essai clinique là, qui avait été mené sur le Nabilone, qui est un analogue du cannabis, mais synthétique cette fois-ci, puis qui a été surtout utilisé pour les effets comportementaux de la maladie. Est-ce que vous pensez que justement ce genre de médicament pourrait être amené à être plus largement utilisé, ou encore est-ce que du cannabis récréatif avec une forte dose de CBD pourrait avoir un effet sur soit l'évolution de la maladie ou encore les effets qui sont associés, à savoir les traitements, les comportements? Oui, c'est une question d'intérêt qui est étudiée par des gens à Sunnybrook, à Toronto. Mm-hmm. Et ils ont publié là-dessus. À ma connaissance, à date, les études sont équivoques. C'est pas clair que le CBD ou le cannabis naturel aide les troubles de comportement. Ceci étant dit, quand j'étais encore en pratique, si on avait des troubles de comportement le soir qu'on ne pouvait pas aider autrement, certaines personnes essayaient une goutte d'huile de cannabis et ça fonctionnait une fois sur deux, pour ce que ça vaut. OK. Une autre question, lorsqu'on lit atrophie sous-corticale diffuse sur un rapport de radiographie d'un homme de 60 ans qui se plaint d'épisodes violents de maux de tête depuis plus de 6 mois, devrait-on pousser les examens en soupçonnant un début de maladie d'Alzheimer? Surtout, si la personne maintenant n'a plus de médecin de famille, quoi faire?
Alors, ça, c'est un cas spécifique. On va répondre de façon générale, Les si vous générales. permettez, parce que les maux de tête ne font pas partie du tout de la symptomatologie Alzheimer. Alors, ça serait le genre de situation où je verrais un neurologue spécialisé dans les maux de tête pour s'assurer que ce n'est pas une pathologie des vaisseaux sanguins, comme une angite ou quelque chose du genre qui cause une atrophie sous-corticale. C'est un tableau, d'après ce que vous me dites, qui suggère peut-être une pathologie vasculaire plutôt que Alzheimer. Pardon. Un cas également plus personnel, mais je vais poser plutôt la question de manière générale. Vous avez montré effectivement que actuellement, l'efficacité de mépésyl-mémantine n'est pas encore avérée. Est-ce que c'est le cas, justement, si on rajoutait, si on faisait plutôt une combinaison galantamine-mémantine, où là, effectivement, la personne prenait de la galantamine pendant plus de 4 ans, et puis là, depuis plus de 3 mois, ils ont rajouté la mémantine. Est-ce que ça devrait ou est-ce que ça pourrait donner des résultats positifs avec cette combinaison-là? Oui, c'est très possible pour cet individu, mais ce n'est pas démontré en recherche avec un devis factoriel, comme j'ai illustré. Autrement dit, vous n'avez pas une étude placebo-placebo, galantamine placebo, mémantine placebo, les deux ensemble. Ça n'empêche pas du tout le clinicien et la famille d'essayer la combinaison. La régie rembourse les deux pour un mois. Habituellement, si vous êtes sur donepezil, rivastigmine, galantamine et vous cessez pour quelque raison que ce soit, si vous ajoutez la mémantine, ça prend un mois pour atteindre le niveau thérapeutique. Donc, les deux sont donnés en combinaison et à la fin du mois, on continue avec mémantine seule. Parfait. Alors maintenant, beaucoup de questions aussi par rapport à tout l'aspect facteur de risque associé à la maladie d'Alzheimer. Lorsque justement c'est des enfants qui ont eu parents, grands-parents, qui ont eu un diagnostic à des âges plutôt quand même avancés, donc une forme sporadique de la maladie, puis forcément les enfants maintenant se posent la question, est-ce que je suis plus à risque d'avoir la maladie? Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre? Alors ça, c'est le tsunami dont je vous parlais. C'est les enfants qui sont occupés de leurs parents ou grands-parents qui maintenant s'inquiètent pour eux. C'est des enfants dans la cinquantaine, on se comprend. Tout à Hein? fait, Ce n'est oui. pas des enfants à l'école. Alors, bonne question et c'est ce que j'espérais partager avec eux, c'est cet espoir qu'on va pouvoir faire un dépistage à distance avec un logiciel et il y a aussi même l'espoir d'utiliser l'intelligence artificielle avec des données recueillies chez beaucoup, beaucoup de monde. Alors, si tout le monde de 50 ans est intéressé, répond à certains questionnaires en ligne et puis on recueille ces données-là de façon anonyme, là, mais on peut faire des moyennes, on peut voir qui est en haut de la moyenne, qui est en bas de la moyenne et puis dire à cette personne, va voir quelqu'un, la prochaine étape dans ton évaluation, c'est X. On n'est pas loin de ça. Et effectivement, là, il y a une étude à McGill qui est en cours de recrutement justement chez des personnes qui sont asymptomatiques et également pour évaluer le risque génétique, également le risque spécifiquement chez les femmes avec l'arrivée de la ménopause. Donc, je vous invite à aller regarder sur notre site web. On liste plusieurs essais cliniques qui sont en cours de recrutement, que ce soit en termes de prévention, mais également notamment pour la forme génétique de la dégénérescence frontotemporale au neuro. Alors, si vous êtes intéressé, je pourrais vous mettre le lien par rapport à ces études-là. Vous avez parlé du tramibrosat. Est-ce qu'il y a actuellement des études cliniques ou un essai là, qui est en cours de recrutement ici au Québec? Il faudrait vérifier si la compagnie Alzéon, qui est basée à Boston, a des sites où ils sont les sites au Canada. Je sais que le Canada est un des pays impliqués, mais je ne pourrais pas vous dire actuellement. Si vous permettez, on va vérifier, puis on pourra mettre ça Oui, sur votre site d'information. tout à fait, tout à fait. Oui, Je ferai la veille là-dessus. oui. Un commentaire plus qu'une question. Merci énormément pour la présentation, tellement intéressant et enrichissant. Alors, ça, c'est plus une question par rapport à la médication. Donc, le patch, excellent. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est plus une question personnelle, mais je pense que c'est aussi d'intérêt général. Donc, le patch, est-ce qu'il préviendrait? Quelle est son efficacité par rapport à la progression de la maladie d'Alzheimer? Alors, le timbre cutané Exelon, qui est de la rivastigmine administrée avec un timbre cutané qui est changé une fois par jour,
et je pense supérieurs à la formule orale parce que vous pouvez atteindre des niveaux de dose plus élevés en termes que par la bouche. Donc, vous pouvez avoir un effet sur l'acétylcholine beaucoup plus marqué. Et si vous n'avez pas d'allergie au latex ou à la colle, c'est vraiment un médicament remarquable, surtout dans la démence associée au Parkinson. Mais ça ne va pas influencer l'évolution de la maladie comme telle. Ça n'a pas d'effet sur l'amyloïde, la protéine tau, mais vous pourriez avoir une stabilité des symptômes remarquables, surtout chez des personnes qui ont une démence à corps de Lewy ou une démence associée au Parkinson. Alors, effectivement, là, vous venez un petit peu de pointer du doigt quelque chose d'assez important. Actuellement, les 4 médicaments qui sont approuvés par Santé Canada ciblent soit l'acétylcholine, soit le glutamate. Là, vous venez effectivement changer un petit peu le paradigme en disant il faut vraiment avoir un impact sur les fonctions cognitives et sur l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Il faudrait essentiellement s'adresser à la protéine bêta-amyloïde, la protéine tau, la neuroinflammation et forcément d'avoir un impact sur la neurodégénération. Où est-ce qu'on en est justement de ce changement de vision par rapport aussi aux traitements qui sont actuellement disponibles sur le marché, mais qui potentiellement n'adressent que les symptômes de la maladie sans s'adresser aux causes de la maladie? Oui, mais c'est ce qu'on fait pour le Parkinson depuis 40 ans et puis on le fait très bien. On traite les symptômes de Parkinson sans modifier la progression. On a pratiquement normalisé la durée de vie des gens qui ont le Parkinson. Alors, il ne faut pas dénigrer un traitement symptomatique s'il est très efficace, s'il est bien employé. Souvent, les gens se découragent avec les médicaments déjà disponibles parce qu'ils n'ont pas un effet dramatique. À part la démence à corps de Lewy, c'est rarement symptomatique, mais vous êtes plus stable au point de vue symptômes pendant 1 an, 2 ans si vous prenez la bonne dose. Donc, le timbre, c'est mieux que la pilule. Alors, il ne faut pas dénigrer les traitements symptomatiques. On a été même chanceux, entre vous et moi, là, en 25 ans de recherche sur le traitement de l'Alzheimer, on a trouvé 4 médicaments symptomatiques. Les nouveaux, il ne faut pas se leurrer, ils ne vont pas aider tout le monde et à travers tous les stades de la maladie. Alors, la composante amyloïde, le traitement, s'il est efficace, ce serait peut-être même avant d'avoir des troubles cognitifs légers. On parle de troubles de personnes asymptomatiques à la limite d'émergence de symptômes, alors que les traitements anti-tau vont être efficaces à des stades plus avancés. Alors, on commence à changer de paradigme, un peu comme le cancer, on a des stades de maladie où on traite avec un type de molécule, on change de stade de maladie, OK, on change de traitement. Alors que les traitements symptomatiques, actuellement, c'est relativement simple, on traite les symptômes qui sont présents. Puis surtout que, comme vous le mentionnez très bien, ce n'est pas quelque chose qui va arriver malheureusement demain là, de manière disponible pour tous les patients. Puis vous posez aussi quand même une question éthique. Qui doit être traité, à quel stade de la maladie, quand commencer, quand arrêter surtout. Je vous posais la question par rapport à effectivement la différence entre les deux, puis surtout qu'en France, ces médicaments ne sont plus remboursés par l'équivalent de la RAMQ. Ça, c'est par contre quelque chose qu'ici au Canada, le consensus est assez général pour dire que non, ça vaut la peine au contraire de les continuer. Aucun doute. Et la France est une exception actuellement qui est honteuse, mais les traitements symptomatiques disponibles, bien utilisés, ont vraiment eu un impact important. Même ceux qui n'ont pas un effet évident, le fait que vous voyez votre médecin aux 6 mois pour surveiller l'effet du traitement, c'est déjà un plus. Et vous avez plus l'occasion de poser des questions sur la prise en charge globale. Il n'y a pas juste les médicaments, il y a aussi s'occuper de la famille et des autres maladies associées à l'âge qu'une personne peut avoir. Tout à fait. Dans le cas de la dégénérescence frontotemporale, la médication recommandée pour les troubles de comportement est-elle la même que la médication recommandée avec la maladie d'Alzheimer? Alors, une bonne nouvelle, il y a eu une étude avec placebo très positive avec la trazodone. La trazodone, qui est un antidépresseur un peu atypique, employé le soir ou en 2 doses, a été démontré comme supérieur au placebo dans une étude faite à Lille, en France. Et malheureusement, ce n'est même pas disponible en France. Alors, c'est pour les gens qui s'occupent de démence frontotemporale, c'est le premier choix. Si ça ne fonctionne pas, on essaie d'autres types d'antidépresseurs, parfois des antipsychotiques. Une question assez spécifique. Est-ce que vous pensez que l'accès à l'aide médicale à mourir aux personnes qui ont un diagnostic
ne va pas-il aussi mettre beaucoup de pression sur les demandes de diagnostic et le développement d'outils nécessaires? Tout à fait. Et je travaille là-dessus. J'essaie d'écrire le paragraphe qu'on va rajouter à nos directives anticipées pour nos mandataires. Okay. Effectivement, parce qu'actuellement, les directives médicales anticipées incluent les troubles neurocognitifs majeurs de type démence à un stade avancé. Avec le changement ou en tous les cas les recommandations de la commission parlementaire que de pouvoir proposer l'aide médicale à mourir de manière anticipée Oui. pour les personnes qui deviendraient inaptes. Oui. Une autre question, si l'on veut passer de la mémantine à l'Aricept, comment faire? Donc là, ça arrive. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un, même au stade léger de démence, a des troubles de langage importants, plus de troubles de langage que de troubles de mémoire, la mémantine est utilisée en premier. Parce que parfois, la mémantine a un effet sur l'aphasie qui est important. Ce n'est pas fréquent, mais c'est spectaculaire quand ça se produit. Alors, cette personne-là pourrait après passer au donepezil. L'autre raison potentielle, ce serait quelqu'un de très âgé, comme 85 ans et plus, qui a des problèmes de rythme cardiaque, où le clinicien aurait une hésitation à donner du donepezil qui ralentit le pouls. Et la mémantine serait choisie à ce moment-là, même au stade plus léger de démence. Mais si c'est pas assez efficace, la personne pourrait demander je voudrais essayer une dose plus faible de donepezil et on fait simplement changer d'un à l'autre, du jour au lendemain. Vous avez parlé au début de votre présentation justement des coûts qui sont associés au test d'évaluation. Dans la situation où demain, Santé Canada donnait une réponse favorable à du Helm, combien est-ce que vous pensez qu'il serait pris en charge, étant donné qu'on a beaucoup entendu le chiffre de 50 000 $ annuels pour sa prise en charge? Est-ce que vous pensez que ces coûts soient réalistes pour notre système de santé d'après vous, quel serait le taux de remboursement ou le remboursement qui serait proposé pour Aduhelm s'il était accepté? Surtout que là, effectivement, vous venez de nous annoncer cette dernière nouvelle par rapport à la prise en charge aux États-Unis. L'Agence européenne du médicament a refusé l'approbation d'Aduhelm. Donc, comment est-ce que vous voyez que ça va avancer dans ce sens-là, sachant que même si de toutes les façons il était refusé, ils ouvrent en fait la porte à d'autres anticorps monoclonaux qui s'en viendraient finalement assez rapidement vers notre système de santé. Et donc, ça permettrait finalement tout simplement de se préparer à cette nouvelle classe de molécules. Exact. En fait, c'est la bonne nouvelle à travers tout ce que vous avez dit, c'est qu'on a un peu plus de temps pour se préparer pour cette nouvelle génération de traitements. Ça sera anti-amyloïde, anti-tau ou en combinaison, mais on n'est pas loin. Et on est en train de réfléchir comment utiliser ces nouvelles molécules, le bon stade, le bon patient, combien de temps dure le traitement. C'est sûr que 56 000 $ US par année n'est pas raisonnable. Ils ont d'ailleurs coupé le prix de moitié aux États-Unis depuis une semaine ou deux. Non, ce n'est pas raisonnable. Il faut que le prix soit proportionnel à l'amélioration clinique. Et il y a des économistes qui travaillent là-dessus. On parle que le prix devrait être de l'ordre de 6 000 $ par année pour la valeur de bénéfice démontré. Si les nouvelles études démontrent un bénéfice supplémentaire, là, la valeur du médicament pourrait être ajustée. Mais on est très loin du 56 000 US auquel vous avez fait référence. Excellent. Alors, écoutez, on a eu énormément de questions. Merci beaucoup à tous. On a largement dépassé notre horaire, mais je pense que c'était important de prendre le temps là de poser toutes vos questions. Donc, le webinaire est enregistré. Vous allez recevoir l'enregistrement par la suite via courriel avec également un petit formulaire d'évaluation. Alors, n'hésitez pas à y répondre. Ça va nous permettre non seulement à nous de nous améliorer, mais aussi ça nous permet de préparer la prochaine programmation déjà 2023. On n'est qu'au début, mais il faut déjà y penser. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps aujourd'hui, surtout face à toutes les conditions que l'on vit, de prendre ce temps d'être là et puis de participer à ce webinaire. C'est vraiment très apprécié. Merci encore beaucoup, Dr Gauthier, pour votre disponibilité, également votre sens de la vulgarisation sur une thématique qui est très complexe. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous accueillir avec nous
Alors, merci à tous et puis je vous souhaite une excellente après-midi avec nous. Et bonne année tout le monde. Restez en bonne Merci. santé. Merci à vous.